Je m'appelle Nathalie Brox. J'ai 29 ans, et pendant 52 semaines consécutives, j'ai envoyé $800 à mes parents chaque vendredi. Je travaillais des quarts de 10 heures à réparer des systèmes de navigation et de l'électronique marine dans un chantier naval à Norfolk, en Virginie, pendant qu'ils me disaient qu'ils étaient à une urgence près de perdre leur maison. J'ai payé parce que je les croyais. Puis, pendant le dîner du dimanche, mon père a annoncé que la famille partait pour des vacances de luxe à Key West. J'ai attendu qu'il mentionne mon billet. Il ne l'a jamais fait. Quand j'ai finalement demandé à quelle heure nous prenions l'avion, ma jeune sœur a cessé de sourire. Ma mère fixait son assiette. Mon père s'est penché en arrière et a ri. Nous ne voulions pas de toi là-bas. J'ai regardé autour de la table, certaine de l'avoir mal compris. Il a continué, tu rends tout tendu, Nathalie. Nous voulions une semaine où la famille pourrait se détendre. La famille. Apparemment, je pouvais la financer, mais je ne pouvais pas en faire partie. Ma sœur portait un nouveau bracelet de créateur. Ma mère venait de publier des photos de vêtements de villégiature. Mon père avait passé tout le mois à prétendre que la réparation du toit était plus chère que prévu. Soudain, chaque excuse qu'il m'avait donnée semblait répétée. Je n'ai pas discuté. J'ai souri, je me suis levé et j'ai porté mon assiette jusqu'à l'évier. Mon père a pris mon silence pour une capitulation. Avant le lever du soleil le lendemain matin, j'ai annulé le virement hebdomadaire. Ensuite, j'ai retiré chaque utilisateur autorisé du compte de crédit d'urgence à mon nom. J'ai séparé le forfait téléphonique familial, mis fin au paiement d'assurance que je couvrais et gelé la carte qu'ils avaient emportée pour la Floride. 24 heures plus tard, mon père m'a appelé 17 fois. Au 18e appel, il ne riait plus. Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que j'ai quitté cette table, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où l'histoire de Nathalie a voyagé. Les paiements avaient commencé 13 mois plus tôt, après que mon père m'eût appelé pendant un quart de nuit. Jusque-là, j'avais cru que mes parents étaient financièrement stables. Ils possédaient une maison de 3 chambres à Chesapeake, conduisaient 2 véhicules de modèles récents et admettaient rarement que quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, cependant, mon père semblait effrayé. Il a dit qu'une tempête avait endommagé leur toit, que leur paiement de l'impôt foncier était en retard et que ma mère avait reçu une facture médicale que l'assurance refusait de couvrir. Il m'a dit qu'ils avaient besoin d'une aide temporaire. Juste le temps que nous nous remettions sur pied, a-t-il promis. Ma mère a pris le téléphone et a dit qu'ils étaient gênés de demander. Je pouvais l'entendre pleurer. J'avais récemment reçu une promotion au chantier naval, alors j'ai accepté d'envoyer $400 pour 2 semaines. 2 semaines sont devenues un mois. Puis mon père a dit que l'entrepreneur avait trouvé des dégâts des eaux. Le montant est passé à 6 cents. Quand il a prétendu que la banque menaçait d'une action en justice, c'est devenu 8 cents chaque vendredi. Au début, ils m'ont remercié. Ma mère envoyait des émojis en forme de cœur. Mon père m'appelait sa fille responsable. Bientôt, la gratitude s'est transformée en attente. Si mon virement arrivait avec 30 minutes de retard, ma mère envoyait un texto, « Est-ce que tout va bien ?» Si je mentionnais vouloir réduire le montant, mon père me rappelait que les familles ne s'abandonnaient pas pendant une crise. J'ai reporté le remplacement de la transmission de mon vieux camion. J'ai refusé un programme de formation à Baltimore parce que cela aurait nécessité des frais de déménagement. J'ai cessé de voir des amis pour dîner et j'ai pris des quarts de travail supplémentaires le week-end. Pendant ce temps, mes parents avaient toujours une nouvelle explication sur la raison pour laquelle la crise continuait. Une fuite de plomberie, une pénalité fiscale, une ordonnance, une réparation électrique, une prime d'assurance plus élevée. Chaque problème semblait urgent, mais aucun n'était accompagné d'une facture. Chaque fois que je demandais à voir des papiers, mon père se montrait offensé. « Soit tu nous fais confiance, soit tu ne nous fais pas confiance », disait-il. La confiance est devenue l'arme qui m'empêchait de poser la question évidente, où allait tout cet argent? Ma jeune sœur, Emma Brox, avait 24 ans et avait récemment décidé de devenir créatrice de contenu de style de vie à plein temps. Nos parents présentaient son travail comme une entreprise prometteuse. Bien que la plupart de ses vidéos impliquaient des restaurants chers, des produits de beauté, des voyages de week-end et des conseils sur la façon de vivre sans limite, je regardais rarement son contenu car chaque vidéo me mettait mal à l'aise. Elle parlait comme si elle avait bâti sa vie grâce à la discipline, mais elle n'avait jamais payé de loyer dans la maison de nos parents.
Elle conduisait un VUS de luxe blanc malgré l'absence de revenus fiables. Quand j'ai demandé une fois comment elle se le permettait, ma mère a dit qu'un partenariat de marque couvrait le paiement. J'ai accepté cette réponse parce que je voulais croire qu'Emma devenait enfin indépendante. 3 semaines avant l'annonce des vacances, mon père a appelé pour dire que l'entrepreneur du toit avait besoin d'un autre acompte. Il semblait épuisé. J'ai envoyé 2000 $ supplémentaires de mes économies. Le lendemain matin, Emma a publié une vidéo intitulée « Préparation pour l'escapade insulaire la plus exclusive ». Elle a évité de nommer la destination, et j'ai supposé qu'elle avait reçu une autre invitation promotionnelle. Dans la vidéo, la nouvelle valise de ma mère était visible derrière elle. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, Emma a prétendu qu'elle avait emprunté la valise pour une séance photo. Ma mère a dit plus tard qu'elle l'avait trouvée en solde. Leurs explications étaient rapides, peaufinées et presque identiques. J'ai ignoré l'avertissement parce que le reconnaître aurait signifié admettre que les personnes en qui j'avais le plus confiance auraient pu coordonner leurs mensonges. Au dîner du dimanche, mon père a finalement annoncé les vacances à Key West comme si c'était une récompense qu'ils avaient tous les 3 méritée. Ils avaient réservé une suite face à l'océan, une charte de pêche privée et des réservations dans des restaurants pour lesquels je ne pourrais jamais justifier de payer moi-même. Ma mère a appelé cela une réinitialisation nécessaire. Emma a dit que le voyage l'aiderait à obtenir de nouveaux sponsors. Aucun d'entre eux n'a reconnu que quelques jours plus tôt, ils avaient accepté 2000 $ pour un acompte de toit imaginaire. Quand mon père a ri et a dit qu'il ne voulait pas de moi là-bas, j'ai étudié leurs expressions. Ma mère avait l'air coupable mais pas surprise. Emma avait l'air mal à l'aise, mais elle ne m'a pas défendu. C'est ainsi que j'ai su que l'exclusion n'était pas un malentendu. Ils en avaient discuté. Ils l'avaient planifié. Ils avaient décidé que mon argent appartenait à la famille, alors que moi non. Je suis parti avant le dessert et j'ai conduit directement à mon appartement. Au lieu de pleurer, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai examiné 52 virements hebdomadaires, des paiements d'urgence supplémentaires et des factures que j'avais couvertes directement. Le total était de 47 600 $. Cela n'incluait pas le forfait téléphonique, l'assurance automobile, l'unité de stockage, les services de streaming et la carte de crédit d'urgence connectée à mon compte. J'ai cliqué sur l'activité de la carte. Un débit d'un complexe hôtelier en bord de mer à Key West est apparu en haut de la page. En dessous se trouvaient des paiements à un concessionnaire de voitures de luxe, une boutique de créateurs et une agence de voyage. La carte avait été créée pour de véritables urgences avec mes parents comme utilisateurs autorisés. Ils n'avaient pas volé mon identité. Ils avaient fait quelque chose de plus calculé. Ils m'avaient convaincu de donner la permission, puis avaient utilisé ma confiance contre moi. À minuit, j'ai compris pourquoi la crise ne finissait jamais. Mon soutien ne les maintenait pas à flot. Ils finançaient l'illusion qu'ils étaient riches. Je n'ai pas agi impulsivement. Avant de toucher à un compte, j'ai téléchargé chaque relevé, confirmation de virement et message dans lequel mes parents décrivaient comment l'argent serait utilisé. J'ai créé des dossiers séparés pour le toit, les impôts fonciers, les frais médicaux, l'assurance et les urgences domestiques. Le schéma est devenu indéniable. Chaque fois que je transférais de l'argent pour une crise spécifique, un montant similaire était dépensé pour quelque chose de non lié. Les 1200 $ supposément nécessaires pour les impôts fonciers correspondaient à l'acompte sur le VUS d'Emma. Le paiement médical correspondait à un débit d'une clinique esthétique imputée à la carte d'urgence. L'acompte pour le toit est apparu 2 jours avant que le complexe de Key West ne réserve la suite familiale. J'ai d'abord appelé la compagnie de carte de crédit. J'ai expliqué que les utilisateurs autorisés n'avaient plus la permission d'accéder au compte. La représentante a gelé leur carte et a émis un nouveau numéro de compte. Elle a confirmé que tout acompte d'hôtel en attente pourrait être rejeté lorsque le complexe tenterait de traiter le solde restant. Ensuite, je me suis connecté à ma banque et j'ai annulé le virement hebdomadaire automatique de 800 $. Je me suis retiré du forfait téléphonique partagé et j'ai programmé la libération des autres lignes à leurs utilisateurs individuels. J'ai appelé l'assureur et j'ai retiré mon mode de paiement de la police d'assurance du véhicule de mes parents. Je n'ai pas annulé leur couverture légale. J'ai simplement cessé de payer la prime avec mon compte bancaire. J'ai annulé l'unité de stockage qu'ils m'avaient demandé de louer à mon nom, en leur donnant le préavis requis pour récupérer leurs affaires. J'ai retiré ma carte de chaque compte de service public et d'abonnement qu'ils m'avaient progressivement persuadé de couvrir. Finalement,
j'ai envoyé un courriel à mon père avec une liste des changements. Le message ne contenait ni insulte ni menace. Il disait, avec effet immédiat, je ne financerai plus les dépenses du ménage, les achats personnels ou les voyages pour aucun membre de la famille. Tous les services actuellement facturés à mon nom doivent être transférés à la personne qui les utilise. Ne faites plus de frais en mon nom. Puis j'ai bloqué leur numéro pour la nuit et je suis allé dormir. À 6h14 le lendemain matin, je me suis réveillé avec 19 messages vocaux. Ma mère a dit qu'il devait y avoir eu une erreur car son téléphone avait cessé de fonctionner en dehors du Wi-Fi de leur maison. Emma a exigé de savoir pourquoi sa carte était refusée dans un salon de coiffure. Mon père a commencé avec colère. À son 8e message, la colère s'était transformée en panique. Le complexe dit qu'ils ont besoin d'une autre carte avant 15h cet après-midi, a-t-il dit. Appelle-moi immédiatement. Il n'a pas demandé si j'étais blessé. Il ne s'est pas excusé de m'avoir exclu. Sa première préoccupation était de préserver les vacances. J'ai écouté chaque message vocal une fois et je les ai sauvegardés. À 8h30, j'ai débloqué son numéro et j'ai appelé. Il a répondu avant la fin de la première sonnerie. Règle le problème de la carte, a-t-il ordonné. Non, ai-je dit. Il y a eu un bref silence, comme si le mot était arrivé dans une langue qu'il ne comprenait pas. Il m'a accusé de l'humilier devant le personnel du complexe. Il a dit que la charte de pêche avait déjà été réservée et que les billets d'avion n'étaient pas remboursables. Je lui ai rappelé qu'il m'avait dit que je ne faisais pas partie du voyage. Tu as été clair, ai-je dit. Donc, tes vacances ne sont plus à ma charge. M. Amer a pris le téléphone et a commencé à pleurer. Elle a dit qu'ils étaient déjà arrivés à l'aéroport et ne pouvaient pas se permettre de perdre l'argent. J'ai demandé combien de leur propre argent ils avaient contribué. Elle a évité la question. Emma est alors venue au téléphone. Elle a prétendu que le voyage était en partie pour le travail et a dit que l'annulation de la carte pourrait nuire à sa carrière. J'ai demandé si sa carrière dépendait de la facturation secrète de dépenses sur le compte d'urgence de sa sœur. Elle a chuchoté, « Papa a dit que tu savais. » Cette phrase était importante. C'était la première fissure dans leur histoire unie. Mon père a repris le téléphone et a menacé de me retirer de son testament. J'ai presque ri. L'homme qui avait besoin de 800 $ par semaine me menaçait d'un héritage qui n'existait probablement pas. Fais ce que tu penses être juste, ai-je dit. Mais rien ne change tant que je n'ai pas reçu chaque facture, chaque relevé de prêt et une explication complète de l'endroit où mon argent est allé. Il m'a traité de cruel. J'ai répondu, la responsabilisation semble cruelle quand on a profité de l'absence de limite de quelqu'un d'autre. Puis j'ai mis fin à l'appel. Cet après-midi-là, le complexe a annulé leur suite face à l'océan parce que le paiement final a échoué. Ils pouvaient toujours voyager, mais ils devraient utiliser leurs propres fonds pour réserver une autre chambre. Au lieu de cela, ils sont rentrés chez eux. Emma a publié un message vague sur une urgence familiale inattendue. Ma mère a dit aux proches que j'avais détruit des vacances uniques dans une vie à cause d'un petit malentendu. Mon père a dit à mon oncle que j'étais instable et que j'étais devenu obsédé par le contrôle de la famille. Il s'attendait à ce que la honte me ramène. Pendant des années, cela aurait fonctionné. Cette fois, j'ai envoyé à mon oncle le message dans lequel mon père demandait 2000 $ pour le toit, suivi du débit du complexe hôtelier effectué le lendemain. Je ne lui ai pas demandé de prendre parti. J'ai simplement écrit, voici le malentendu dont il parle. Le soir, 3 proches m'avaient contacté en privé. Chacun a révélé que mes parents leur avaient également emprunté de l'argent. Mon père avait dit à une tante qu'il avait besoin de fonds pour l'opération de ma mère. Il a dit à mon grand-père qu'Emma risquait de perdre sa bourse d'études. Aucune des deux histoires n'était vraie. Les vacances n'étaient plus la seule trahison. C'était simplement l'achat qui a exposé un système de mensonges. 4 jours plus tard, ma mère est apparue à mon appartement sans prévenir. Elle avait l'air épuisée et portait un dossier. Elle a dit que mon père voulait une réunion de famille le samedi. Il pense que nous pouvons résoudre cela en privé, m'a-t-elle dit. J'ai demandé si résoudre cela en privé signifiait que je recommencerais à payer leurs factures pendant qu'ils continueraient à dire aux proches que j'étais instable. Elle a baissé les yeux. Il est en colère, a-t-elle dit, comme si sa colère était une catastrophe naturelle à laquelle tout le monde devait s'adapter. J'ai accepté d'y assister à 3 conditions. Mon oncle Robert serait présent.
La conversation serait enregistrée et tous les documents financiers liés à mon argent seraient placés sur la table. Ma mère a hésité, puis a dit oui. Samedi, je suis arrivé avec mon ordinateur portable, des relevés imprimés et un petit enregistreur numérique. Mon père, Richard Brox, était assis en bout de table. Ma mère Diane était assise à côté de lui. Emma était en face d'eux, regardant son téléphone. Oncle Robert occupait la chaise la plus proche de la porte. Il avait travaillé dans la banque commerciale pendant plus de 20 ans, ce qui était exactement la raison pour laquelle mon père ne voulait pas de lui là. Richard a ouvert la réunion en disant que les familles devraient résoudre les désaccords avec compassion plutôt qu'avec des accusations. J'ai placé l'enregistreur au centre de la table et j'ai demandé si tout le monde consentait. Ils l'ont fait. Ensuite, j'ai demandé à mon père d'expliquer l'urgence du toit. Il a poussé une estimation d'entrepreneur vers moi. Le document datait de 11 mois et la réparation estimée était de $4,800. J'avais transféré plus de $12,000 spécifiquement pour le toit. Oncle Robert a demandé la preuve qu'un entrepreneur avait été payé. Mon père n'en a produit aucune. Ma mère a prétendu que le projet avait été retardé. J'ai montré une photo qu'Emma avait publiée depuis l'allée 3 mois plus tôt. Il n'y avait aucun dommage visible dû à la tempête, aucun matériau de construction et aucune équipe de réparation. Emma a dit que cela ne prouvait rien. J'étais d'accord. Puis j'ai affiché les registres de propriété du comté montrant qu'aucun permis n'avait jamais été délivré pour des travaux structurels sur le toit. Le visage de mon père s'est durci. Alors maintenant tu nous enquêtes, a-t-il demandé. Non, ai-je dit, je vérifie les urgences que vous avez utilisées pour collecter près de $50,000. Ensuite sont venus les impôts fonciers. Mon père avait prétendu qu'ils avaient des mois de retard, mais le site web du comté montrait que les impôts avaient été payés à temps à partir d'un compte séquestre rattaché à leur hypothèque. Les factures médicales étaient tout aussi trompeuses. Ma mère avait reçu un traitement, mais son solde restant était inférieur à 900 $, et non les $11,000 qu'ils avaient demandé sur plusieurs mois. Quand j'ai demandé où le reste était passé, elle a regardé Emma. Le visage d'Emma a changé. Pour la première fois, elle semblait effrayée plutôt qu'agacée. Mon père a dit, chaque parent a le droit de décider comment l'argent du ménage est utilisé. Oncle Robert l'a interrompu. Ce n'est plus de l'argent du ménage lorsque vous l'avez obtenu par de fausses déclarations. Richard a frappé la table de sa main et a accusé Robert de monter sa fille contre lui. Robert a calmement dit qu'il ne m'avait pas parlé avant l'annulation des vacances. J'ai ouvert les relevés du compte d'urgence et j'ai surligné les débits. Les acomptes du VUS d'Emma, un forfait de photographie, des vêtements de créateurs, des paiements mensuels à une société de conseil en médias sociaux, des factures de restaurant, un week-end à Miami, le complexe de Key West. Emma a chuchoté qu'elle ne savait pas que l'argent venait de moi. J'ai demandé qui, selon elle, payait pour tout. Elle a dit que notre père lui avait dit qu'il avait reçu un règlement de retraite. Richard l'a interrompu, mais elle a continué. Il l'avait encouragé à présenter la famille comme riche parce que les marques préféraient les créateurs qui avaient l'air de réussir. Le VUS, les voyages et les vêtements étaient censés être des investissements dans son image. Ma mère a admis qu'elle savait qu'une partie de mon argent soutenait Emma, mais a insisté sur le fait qu'elle croyait que la carrière d'Emma finirait par rembourser tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'a demandé si je voulais investir dans sa carrière, ai-je demandé. Personne n'a répondu. Mon père a finalement abandonné l'histoire des urgences. Il s'est penché en avant et a dit, tu gagnais plus que ce dont tu avais besoin. Emma avait une opportunité. Nous avons alloué les ressources là où elles feraient la plus grande différence. La froideur de la déclaration a stupéfié même Emma. J'ai demandé si c'était pour cela qu'il m'avait exclu de Key West. Richard a dit que ma présence aurait compliqué le contenu promotionnel d'Emma parce que je ne correspondais pas à l'image qu'il présentait. Je portais des bottes de travail, conduisais un vieux camion et refusais de prétendre que leur style de vie était sans effort. Tu aurais rendu le voyage inconfortable, a-t-il dit. Tu poses toujours des questions. Ma mère a commencé à pleurer, mais je me sentais étrangement calme. Le rejet n'était plus vague. Il m'avait réduite à une source d'argent et m'avait retiré de la photo parce que la travailleuse finançant le fantasme ne correspondait pas au fantasme lui-même. J'ai posé une dernière question. Si j'avais continué à payer et que je n'avais jamais découvert les débits sur la carte, combien de temps cela aurait-il duré? Mon père a croisé les bras. Jusqu'à ce que la famille soit stable.
Tu veux dire jusqu'à ce qu'Emma devienne rentable, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Oncle Robert a alors révélé quelque chose que je ne savais pas. Après avoir parlé à d'autres proches, il a appris que Richard avait emprunté au moins 32 000 $ à la famille élargie en utilisant différentes histoires d'urgence. Il avait également demandé un prêt sur valeur domiciliaire et avait mentionné le soutien financier projeté de ma part dans le cadre de l'explication des revenus du ménage. Mon père a insisté sur le fait que c'était une planification familiale normale. Robert a dit qu'un prêteur pourrait le voir différemment, surtout si la demande contenait des informations inexactes. Richard s'est tourné vers moi. « Vas-tu dénoncer ton propre père ?» Sa voix était plus basse maintenant. Je lui ai dit que je corrigerais tout document qui utilisait mon nom, mes revenus ou mon engagement financier sans mon autorisation. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la protection. Il m'a traité d'ingrate. Je lui ai rappelé que je lui avais donné près de 50 000 $. Il a dit que les parents sacrifiaient bien plus que cela pour élever un enfant. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, être parent n'est pas un prêt. On ne le recouvre pas avec intérêt de l'enfant qu'on aime le moins. Le silence s'est fait dans la pièce. Emma a commencé à pleurer. Ma mère a supplié tout le monde d'arrêter. Mon père s'est levé et a montré la porte. « Si tu sors maintenant, ne reviens pas », a-t-il dit. J'ai rassemblé mes documents. « Vous m'avez déjà laissé en dehors de la famille », ai-je répondu. Je refuse simplement de continuer à payer l'entrée. Avant de partir, j'ai remis à chaque personne un avis écrit déclarant qu'il n'avait aucune autorité pour utiliser mes comptes, mes revenus ou mon identité pour toute demande, contrat ou achat. 24 heures plus tard, le prêteur sur valeur domiciliaire m'a appelé. Mon père m'avait inscrite comme contributrice engagée au ménage. J'ai dit la vérité. Je n'avais jamais accepté de soutenir le prêt. La demande a été suspendue pour examen. C'est à ce moment-là que la structure financière que mes parents avaient construite autour de mon obéissance a finalement commencé à s'effondrer. Une semaine après la réunion, je suis resté tard au chantier naval pour finir de tester une console de navigation. En cherchant un adaptateur de câble, j'ai ouvert une vieille boîte à outils rouge qui avait appartenu au technicien qui m'avait formé. À l'intérieur se trouvait une règle en métal rayé, identique à celle que j'avais reçue lors d'un concours d'ingénierie scolaire à 14 ans. Sa vue a fait remonter un souvenir avec plus de force que n'importe quelle photographie. J'avais remporté la première place pour la construction d'une petite pompe à eau à énergie solaire. Mon professeur avait exhorté mes parents à assister à la cérémonie de remise des prix. Mon père avait promis qu'il serait là. Je me tenais sur scène, tenant le trophée, cherchant dans la dernière rangée jusqu'à ce que la salle se vide. Quand je suis rentré à la maison, l'allée était bondée de ballons parce qu'Emma avait été sélectionnée pour un récital de danse pour enfants. Mes parents avaient oublié ma cérémonie, mais avaient engagé un photographe pour la sienne. Je me souviens avoir caché le trophée dans un placard parce que l'exposé donnait l'impression de les supplier de s'en soucier. Des années plus tard, lorsque j'ai obtenu ma certification en électronique marine, ma mère m'a félicité en me demandant si le nouveau salaire signifiait que je pouvais aider Emma à acheter un meilleur ordinateur portable. Les souvenirs ne sont pas arrivés comme une liste de griefs. Ils se sont connectés comme les pièces d'une même machine. Chaque réussite que je réalisais devenait une ressource pour quelqu'un d'autre. Chaque démonstration de force devenait la preuve que j'avais besoin de moins d'amour. Ma famille n'ignorait pas mes besoins parce que je n'en avais pas. Ils les ignoraient parce que j'avais appris à survivre sans demander. Emma, quant à elle, avait été formée à croire que l'attention apparaissait automatiquement et que les conséquences pouvaient m'être transférées. La prise de conscience a compliqué ma colère. Elle avait profité du système, mais mes parents l'avaient conçu. Cela n'excusait pas ses choix en tant qu'adulte. Cela expliquait simplement pourquoi elle semblait sincèrement confuse lorsque le système a cessé de la protéger. J'ai ramené la règle en métal à la maison et l'ai placée sur mon bureau à côté du dossier contenant les preuves financières. Un objet représentait la fille qui continuait à prouver sa valeur. L'autre représentait la femme qui avait finalement cessé de soumettre des preuves à des personnes déterminées à la sous-évaluer. Cette nuit-là, ma mère a envoyé un courriel. Elle a écrit que le paiement du VUS était en retard, que le prêteur avait gelé la demande de prêt sur valeur domiciliaire et que les cartes de crédit de mon père étaient presque épuisées. Elle m'a demandé de recommencer à envoyer de l'argent pour un mois pendant qu'il se réorganisait. Il n'y avait aucune excuse dans le message. Il n'y avait qu'une version plus petite de la même demande.
J'ai répondu avec les coordonnées d'un service de conseil en crédit à but non lucratif et une liste d'agences d'emploi locales. J'ai dit que je ne fournirais pas d'argent, ne cautionnerais pas de dette et ne restaurerais pas l'accès à mes comptes. Elle a répondu, « Comment peux-tu être si froide ?» J'ai regardé la règle rouge sur mon bureau et j'ai compris la réponse. Les limites semblent souvent froides aux personnes qui étaient maintenues dans le confort par votre manque de limites. Emma est arrivée à mon appartement 2 semaines plus tard. Elle ne portait pas de vêtements de créateur et le VUS blanc avait disparu. Elle a dit que le concessionnaire l'avait repris après 2 paiements manqués parce que le prêt était au nom de notre père et qu'il ne pouvait pas le refinancer. Elle a demandé si elle pouvait entrer. Je l'ai laissée entrer mais j'ai gardé la conversation près de la porte d'entrée. Emma s'est excusée pour Key West. Elle a admis qu'elle savait que je n'étais pas invité et qu'elle ne s'y était pas opposée parce que le voyage était censé produire du contenu pour un éventuel parrainage d'hôtel. Elle a prétendu qu'elle ne comprenait pas combien d'argent j'avais contribué. J'ai demandé si elle ne s'était jamais demandé pourquoi nos parents, qui se décrivaient constamment comme fauchés, pouvaient se permettre ses vêtements, ses voyages et sa voiture. Elle a dit qu'elle avait cru à l'histoire de notre père sur un règlement de retraite parce que le croire était plus facile que de poser des questions. J'aimais cette vie, a-t-elle admis. Je ne voulais pas savoir ce qu'il y avait en dessous. C'était la première chose honnête qu'elle ait dite. Emma m'a alors dit que la situation s'était aggravée. Plusieurs marques avaient demandé la preuve que son voyage à Key West était confirmé parce qu'elle avait déjà promis du contenu promotionnel. Lorsque les vacances se sont effondrées, elle leur a dit qu'une urgence médicale familiale avait causé l'annulation. Une entreprise a découvert qu'elle avait utilisé la même explication d'urgence médicale après avoir annulé une campagne précédente. L'entreprise a résilié son contrat et a exigé le remboursement d'une avance. Un autre sponsor a suspendu son accord après que des proches ont commencé à remettre en question les fausses histoires de difficultés en ligne. Mon père a blâmé Emma pour ne pas avoir réussi à transformer ses dépenses en une carrière rentable. Ma mère a blâmé mon père d'avoir emprunté à des proches. Emma les a blâmés tous les deux pour avoir menti. La maison était devenue une dispute quotidienne. Elle a dit qu'elle voulait réparer notre relation. Puis elle a demandé si je pouvais lui prêter $6 000 pour rembourser l'avance de la marque avant que l'entreprise ne dépose une réclamation. Je l'ai dévisagé. Elle a commencé à pleurer et a dit que la demande était différente parce qu'elle était honnête. L'honnêteté ne transforme pas mon argent en ta solution, ai-je dit. Emma a insisté sur le fait qu'elle me rembourserait une fois qu'elle aurait reconstruit sa plateforme. Je lui ai dit que c'était la même promesse que nos parents avaient utilisée. Soutiens-nous maintenant et un jour notre succès justifiera ton sacrifice. Elle m'a accusé de vouloir la voir échouer. J'ai répondu, je veux que tu subisses les conséquences de décisions qui retombaient toujours sur moi avant. Elle a dit, les sœurs sont censées s'entraider. J'ai demandé où était cette croyance pendant le dîner des vacances. Elle n'avait pas de réponse. J'ai offert une autre forme d'aide. J'examinerai sa proposition de remboursement, l'aiderai à créer un budget réaliste et la présenterai à un ami qui travaillait dans le marketing de premier échelon. Je ne lui donnerai pas d'argent liquide. Emma a d'abord rejeté l'offre. Elle a dit qu'un emploi régulier nuirait à l'image qu'elle avait mis des années à construire. Cette image est ce qui t'a nui, ai-je répondu. Elle est partie en colère. 3 jours plus tard, elle est revenue et a accepté le contact marketing. Cela aurait pu être le début d'un véritable changement. Mais mon père n'avait pas fini. Il a créé une longue publication sur les réseaux sociaux m'accusant d'abuser financièrement de mes parents âgés. Il a prétendu que j'avais promis un soutien à vie et que je l'avais retiré sans avertissement. Il s'est décrit, lui et ma mère, comme des victimes qui avaient tout sacrifié pour une fille ingrate. Il n'a pas mentionné les vacances, le VUS d'Emma ou les fausses déclarations d'urgence. La publication s'est répandue dans notre famille élargie et dans ma communauté de travail. Un collègue me l'a montré pendant le déjeuner. Pendant un instant, j'ai ressenti la vieille panique, l'instinct de rester silencieuse pour que la famille n'ait pas l'air mal. Puis je me suis souvenu que le silence était la monnaie que mon père s'était toujours attendu à ce que je paie. J'ai posté une seule réponse. Elle était brève, factuelle et étayée par des documents dont les informations privées avaient été supprimées. J'ai expliqué que j'avais volontairement fourni $800 par semaine pendant 1 an sur la base de déclarations concernant des dommages au toit, des impôts et des dettes médicales. J'ai inclus l'estimation de l'entrepreneur, le registre des impôts du comté et le débit du complexe hôtelier.
J'ai déclaré que mon soutien avait pris fin après que j'ai découvert que le compte d'urgence avait financé des voyages de luxe et des achats personnels. Je n'ai insulté personne. J'ai conclu, refuser de financer la tromperie n'est pas de l'abus. Oncle Robert a confirmé que plusieurs proches avaient reçu des histoires d'urgence contradictoires. Mon père a supprimé sa publication en quelques heures, mais des captures d'écran sont restées. Sa tentative de me faire honte a produit le résultat inverse. Les proches ont commencé à exiger des plans de remboursement. Un cousin qui travaillait avec l'association locale des anciens combattants a demandé à Richard de démissionner d'un poste de trésorier bénévole jusqu'à ce que les questions sur ses finances personnelles soient résolues. Le prêteur sur valeur domiciliaire a formellement refusé la demande après avoir vérifié que mes revenus avaient été présentés comme un soutien continu sans mon accord. Parce que mon père avait compté sur le prêt pour consolider ses cartes de crédit, plusieurs comptes sont devenus délinquants. Le bateau qu'il avait discrètement acheté l'année précédente a été repris. Ma mère a augmenté ses heures de travail. Mon père a été contraint de vendre les appareils électroniques coûteux, les meubles et le matériel de caméra utilisé dans le contenu d'Emma. Emma a accepté un emploi de marketing de premier échelon et a emménagé dans un appartement en colocation. Aucune de ces conséquences n'est venue de mon sabotage. Elles sont venues des factures arrivant aux personnes qui les avaient créées. Un soir, mon père a appelé d'un numéro inconnu. Sa voix était basse. Il a dit qu'il pourrait perdre la maison. Il a demandé un dernier paiement de 10 000 $. Quand j'ai refusé, il a dit, « Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu peux regarder ta mère devenir sans abri. » Je lui ai dit de vendre le deuxième véhicule, de rencontrer le conseiller en crédit et de négocier avec le prêteur. Il a rejeté toutes les options qui nécessitaient de renoncer à son statut. Il voulait un sauvetage sans changement. « Tu n'as pas besoin de mon argent pour survivre, » ai-je dit. « Tu as besoin de mon argent pour éviter d'admettre ce que tu as fait. » Il m'a traité de sans-cœur. J'ai mis fin à l'appel. Le lendemain matin, Emma m'a envoyé une capture d'écran d'un message de groupe familial. Mon père avait écrit que tout irait encore bien si Emma avait réussi plus vite. Emma a répondu, « Non, tout irait bien si tu n'avais pas construit nos vies avec l'argent de Nathalie et tes mensonges. » Pour la première fois, elle m'a défendu alors qu'il n'y avait rien à gagner. Cela n'effaçait pas le passé, mais cela montrait que les conséquences lui apprenaient ce que le confort ne lui avait jamais appris. 6 mois après les vacances annulées, ma vie était différente d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'effondrement de mes parents. Les 800 $ que j'envoyais autrefois chaque vendredi allaient maintenant dans des comptes d'épargne séparés. J'ai remplacé mon camion peu fiable. Je me suis inscrite au programme avancé de système marin que j'avais reporté. Mon superviseur m'a choisi pour diriger une petite équipe technique responsable des essais d'équipement de navigation avant les essais en mer. J'ai également déménagé dans un appartement plus grand avec assez d'espace pour un établi, quelque chose que je voulais depuis que j'étais adolescente et que je construisais des machines dans le coin de ma chambre. Le premier objet que j'ai placé au-dessus de l'établi était la règle en métal rayé de la boîte à outils rouge. Elle me rappelait que ma capacité existait bien avant que ma famille ne décide si elle leur était utile. Mes parents ont vendu leur deuxième véhicule et plusieurs articles de luxe. Ils n'ont gardé la maison qu'après avoir conclu un plan formel de gestion de la dette et négocié des paiements modifiés. Ma mère a continué à travailler à plein temps. Mon père a trouvé du travail contractuel dans la planification d'entrepôts, bien que des proches disent qu'il décrit toujours la situation comme quelque chose que je lui avais fait. Il ne s'est jamais excusé d'avoir menti sur les urgences. Il envoyait des messages d'anniversaire qui oscillaient entre la culpabilité et la colère. J'ai cessé de répondre. Le pardon ne nécessitait pas un accès renouvelé. La vie d'Emma a changé plus radicalement. Son audience en ligne a diminué après le litige de parrainage, mais elle est restée à son poste de marketing. Elle a commencé à rembourser l'avance de la marque par versement mensuel. Une fois toutes les quelques semaines, elle m'envoyait un message sans demander d'argent. Au début, j'ai supposé qu'elle essayait de reconstruire la confiance rapidement. Je lui ai dit que la confiance ne serait pas restaurée par des promesses. Elle serait mesurée par un comportement constant lorsqu'aucune récompense n'était disponible. Elle a accepté que nous n'étions pas proches, mais nous ne faisions plus semblant. Au cours d'une conversation, Emma a admis que le fait d'être la favorite l'avait endommagée différemment. Nos parents l'avaient louée si constamment qu'elle n'avait jamais appris à échouer honnêtement. Chaque erreur était cachée, financée ou imputée à quelqu'un d'autre. Lorsque le système s'est effondré, elle n'avait aucune compétence pour survivre à l'embarras.
Je lui ai dit que comprendre la cause ne supprimait pas la responsabilité de l'effet. Elle était d'accord. C'était plus de responsabilité que je n'en avais jamais reçu de nos parents. Certains proches m'ont demandé si je me sentais satisfaite de voir ma famille en difficulté. La vérité était compliquée. Je ne célébrais pas le véhicule repris ou les contrats annulés. Je célébrais la fin du mensonge selon lequel ma souffrance était nécessaire à leur confort. Leurs conséquences n'étaient pas des trophées. C'étaient des factures impayées, des promesses non tenues et de fausses histoires. Enfin de retour aux personnes qui les avaient créées. Pendant des années, j'ai cru qu'être une bonne fille signifiait endurer tout ce que ma famille exigeait. Je pensais que l'amour se mesurait à la quantité d'inconfort que je pouvais absorber sans me plaindre. J'avais tort. Le sacrifice donné librement peut être de l'amour. Le sacrifice extorqué par la peur, la culpabilité et la tromperie est de l'exploitation. La différence est le consentement. Les familles saines ne punissent pas les questions. Elles n'appellent pas les limites une trahison. Elles n'excluent pas quelqu'un de la célébration tout en s'attendant à ce qu'elle la finance. Couper l'argent n'a pas détruit ma famille. Cela a exposé ce qui tenait déjà la famille ensemble. Une fois le paiement arrêté, il n'y avait ni respect, ni honnêteté, ni loyauté en dessous. Il n'y avait que de la dépendance. J'ai aussi appris que la vengeance n'exige pas toujours l'humiliation. Parfois, la réponse la plus forte est de s'écarter et de permettre à la réalité de continuer sans votre protection. Mes parents n'avaient pas besoin de moi pour les ruiner. Ils avaient construit une vie qui ne pouvait fonctionner que pendant que j'ignorais mon propre avenir. Au moment où j'ai cessé de participer, leurs choix sont devenus visibles. À l'anniversaire du dîner où mon père s'est moqué de moi, j'ai reçu un courriel du complexe de Key West faisant la promotion d'un forfait vacances à prix réduit. Pendant quelques secondes, j'ai imaginé réserver le voyage seul. Puis j'ai fermé le message. Je n'avais plus besoin d'entrer dans les vacances dont ils m'avaient exclu. J'avais construit quelque chose de mieux, une vie où l'appartenance ne s'achetait pas. Ce soir-là, j'étais assise à mon établi à assembler un petit récepteur radio. Mon téléphone était silencieux. Mon compte d'épargne grossissait. Mon avenir ne dépendait plus de l'approbation de mes parents. J'ai pensé à la question que je m'étais posée après le dîner. N'étais-je qu'un distributeur automatique de billets pour eux? Peut-être que je l'avais été, mais ce n'était jamais tout ce que j'étais. C'était simplement le rôle qu'ils m'avaient assigné parce que je n'avais pas encore appris que je pouvais le refuser. Je m'appelle Nathalie Brox. J'ai donné à mes parents $800 chaque semaine pendant un an et ils m'ont laissé en dehors des vacances familiales que j'ai aidé à payer. Alors j'ai annulé toutes les obligations qui n'auraient jamais dû m'appartenir. 24 heures plus tard, ils suppliaient. 6 mois plus tard, j'ai compris que la chose la plus importante que j'avais annulée n'était pas une carte de crédit, un forfait téléphonique ou un virement hebdomadaire. J'ai annulé la croyance que l'amour devait être gagné par la souffrance. Auriez-vous arrêté les paiements immédiatement ou leur auriez-vous donné une dernière chance de dire la vérité? Partagez votre réponse ci-dessous. Quelqu'un qui la lit se trouve peut-être au même carrefour, se demandant si se choisir soi-même le rend égoïste. Parfois, s'éloigner n'est pas un abandon. Parfois, c'est le premier pas honnête vers la liberté. Nous espérons qu'une histoire fictive vous a donné matière à réflexion. Elle a été créée uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de narration romantique. Nous espérons qu'elle vous rappelle que lorsque quelqu'un vous blesse à plusieurs reprises puis demande de la compréhension, vous êtes tout seul à vous demander qui a été compréhensif envers vous. Une relation saine ne devrait jamais exiger qu'une seule personne porte tout le poids émotionnel.